Quels sont les grands enjeux de l'heure? Nous allons en parler dans ce nouveau numéro. Nous allons justement essayer de répondre à cette question avec un invité de marque. Il s'agit de Henri Désiré Ndouzi, que vous connaissez très bien. Il est producteur associé du JT Diplomatique et aussi expert en politique étrangère, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci infiniment de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Henri. Alors j'aimerais, avant toute chose, qu'on puisse d'abord parler de la soirée de Jelani Africa Forum Qatar 2025. Il s'agit d'un événement prévu au printemps 2025 au Qatar, justement, comme je l'ai dit. Télé 50 a été invité pour pouvoir couvrir la soirée qui a parlé de cet événement. Il y avait des invités de marque, des entrepreneurs. Qu'attendre de ce forum? D'abord, il faut rappeler que le Qatar est aujourd'hui un acteur à la fois diplomatique, commercial et géopolitique relativement important lorsque l'on voit les dossiers dans lesquels ce pays est impliqué. Au-delà de cela, c'est un pays qui dispose d'un important fonds souverain et d'un tissu entrepreneurial dynamique qui, à l'heure actuelle, essaye évidemment d'investir sur le continent africain. Et la RDC, de par sa position géopolitique et stratégique, offre énormément d'atouts et d'opportunités, surtout qu'il y a une volonté d'améliorer de manière qualitative le climat des affaires. Et l'idée que nous avons, c'est de faire matcher les deux écosystèmes économiques et entrepreneurial, en fait, qatari et congolais, en organisant au printemps, vous venez de l'évoquer, un forum qui sera essentiellement axé sur les opportunités d'investissement en RDC et sur les opportunités qu'offre le Qatar pour nos entreprises en termes de débouchés à l'international. Alors Henri, pourquoi ce choix porté sur seulement le Qatar? Il y a beaucoup de pays dans le monde. Il y a beaucoup de pays dans le monde, c'est vrai, mais nous avons... Vous aurez pas échappé que depuis le 1er juin de cette année, Qatar Airways effectue des liaisons entre Doha et Kinshasa. C'est donc une porte d'entrée que nous offrons aux Qataris, mais que les Qataris offrent également à la RDC. Nous voulons pousser cette logique aussi loin que possible en donnant la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de faire ce que l'on appelle du matchmaking, de pouvoir entrer en contact, créer des synergies et des liens avec ces entreprises qataries. Quelle sera sa particularité? Parce que les forums, il y en a eu beaucoup. Oui, mais ce n'est pas tous les jours qu'on déplace comme ça des entrepreneurs congolais, notamment dans un pays arabe et surtout situé au Moyen-Orient et qui précisément se distingue par un certain nombre d'avantages non négligeables sur lesquels nous allons essayer de mettre à disposition de nos entreprises. En quoi cet événement qui va réunir les entrepreneurs va s'avérer utile pour le développement de notre pays, Henri? Déjà, prendre langue avec cet écosystème est extrêmement important. Là, vous anticipez un tout petit peu. Attendons que le forum se fasse et nous verrons quelles en seront les retombées. Mais dans un monde globalisé, il est bon d'aller vers les opportunités qui se présentent et surtout de continuer à vendre la RDC comme un pays attractif. Alors, mais la date, aucune date n'est encore révélée. Non, pour l'instant, non, parce que nous voulons éviter le piège des dates que l'on avance et que l'on est obligé par la suite de changer pour des raisons d'organisation. L'opinion, en tout cas, les personnes intéressées seront informées en temps et en heure. On devra avoir une date d'ici la première semaine de mars, mais ce qui est certain, c'est que ça se fera après le Ramadan, qui se terminera, je le rappelle, le 29 mars 2025. À tous les entrepreneurs qui nous suivent, vous avez un message particulier à leur adresser en ce moment? Nous avons commencé à communiquer et nous souhaitons attirer un maximum d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires dans ce forum qui s'annonce extrêmement intéressant, mais qui ne concernera pas seulement les entrepreneurs congolais. Nous avons également d'autres pays avec lesquels nous sommes en relation, pays africains évidemment, qui souhaitent précisément manifester, en tout cas participer à cet événement. Alors Henri, on va parler de ce sujet qui fait la une de l'actualité, le corridor de Lobito. On a vu que plusieurs chefs d'État se sont déplacés pour l'Angola. Il s'agit d'un projet qui va relier l'Angola à la RDC, également à la Zambie. Tout à fait. Mais ce qui a tiqué quand même, ce qui a retenu l'attention de l'opinion, c'est la présence d'un président américain, fin mandat, qui n'est jamais arrivé en Afrique.
mais qui, avant de sortir, avant de quitter le pouvoir, choisit un seul pays, le Rwanda. Qu'est-ce qui peut expliquer ce déplacement d'un président américain pour un projet africain? Alors, je crois qu'il y a 3 niveaux de lecture pour cette affaire du corridor de Lobito. Il y a d'abord un niveau géopolitique, il y a un niveau économique et un niveau stratégique. Sur le plan géopolitique, il faut voir cette initiative comme la manifestation de l'engagement américain sur le continent africain. Alors, on peut peut-être déplorer le fait que cet engagement se fait de manière tardive avec ce voyage, j'allais dire, in-extrémiste de Joe Biden, au moment où précisément la Chine fait la démonstration depuis de nombreuses années de sa capacité justement à, je dirais, s'investir de manière massive sur le continent dans différents pays. Et donc, ce corridor de Lobito se veut d'abord et avant tout, du point de vue américain, comme une réponse aux nouvelles routes de la soie que les Chinois ont mises en place et qui leur permettent justement, à bon compte, de pouvoir à la fois assurer, je dirais, l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement en matières premières et d'amener le pion, par conséquent, aux Américains. Il fallait donc une initiative de ce fait, une initiative dans laquelle les États-Unis ne sont pas seuls, parce qu'il y a d'autres partenaires, notamment européens. L'idée de départ étant évidemment de relier l'Atlantique à l'océan Indien, mais surtout de pouvoir permettre à la RDC, qui est le pays véritablement pivot qui sera au cœur, je dirais, des enjeux politiques, économiques et commerciaux des 30 prochaines années, de par sa position évidemment. Il fallait donc que les Américains prennent une initiative pour pouvoir faire en sorte que les exportations se fassent dans les meilleurs délais. Par l'Angola, on parle du port de Lobito et du chemin de fer de Benguela, ce qui m'amène au deuxième niveau de lecture, celui économique, avec évidemment pour la RDC l'avantage de pouvoir diversifier ses partenariats économiques et réduire sa dépendance à l'égard de la Chine qui, on le sait, à travers ses entreprises, exporte massivement des matières premières via notamment la Zambie. Donc ça permet à la RDC de diversifier ses partenariats et de pouvoir escompter un développement de la zone qui sera concernée. Troisième niveau de lecture, stratégique celui-là, qui devrait permettre à la RDC de pouvoir réaffirmer un rôle géopolitique et stratégique, indépendamment du fait que les 3/4 du tronçon de ce corridor se trouvent en territoire angolais. Il n'empêche qu'il faudra être vigilant, et ça je pense que c'est un élément qu'il faut porter à la connaissance de ceux qui nous écoutent, c'est que la RDC, même si elle peut en tirer un avantage sur le plan local, sur le plan des partenariats économiques et en termes de développement, devra quand même faire attention à ce que cette situation nouvelle ne crée pas une nouvelle dépendance, parce que si, pour une raison quelconque, des tensions à la fois politiques et diplomatiques devaient survenir, avec notamment l'Angola, cela pourrait impacter sur notre capacité à pouvoir exporter. Donc il faudra veiller à ce qu'il y ait effectivement des relations qui soient mutuellement profitables. Cela ne nous exonère pas de la nécessité de pouvoir quand même imaginer un autre corridor qui partirait directement soit de Lubumbashi ou de Kolwezi vers le port de Banana, mais cela demandera un investissement conséquent en infrastructure. Alors Henri, comment la RDC peut concrètement tirer son épingle du jeu ou tirer beaucoup plus de dividendes, on va dire comme ça, parce que le président de la République, dans son discours, a parlé d'une opportunité stratégique pour valoriser, je cite, les ressources naturelles. On sait que les États-Unis sont venus défendre leurs intérêts, l'Angola aussi était là pour défendre ses intérêts par le canal de son président, la Zambie, y compris le vice-président tanzanien. Ils sont tous venus défendre leurs intérêts. Et nous, comment on peut en bénéficier à l'heure actuelle, lorsque nous devons éventuellement écouler d'une certaine manière la production, nous sommes à l'heure actuelle assez limités, puisque nous avons d'un côté les Chinois, à travers les grandes entreprises qui sont les leurs, qui ont effectivement développé des moyens et des méthodes leur permettant d'exporter via les canaux qui sont les leurs. On parle essentiellement du port de Dar es Salaam sur l'océan Indien. Et puis vous avez effectivement la Zambie qui est un point de passage. Indépendamment du fait, on le sait, en 2023, lors de la dernière rencontre entre Joe Biden et les présidents africains, il y a un accord qui a été signé, notamment entre la Zambie et la RDC,
pour mettre en place des chaînes de valeur, notamment à travers la filière cobalt et lithium pour l'industrie de la batterie. Mais à ce petit jeu-là, il faut que chacun regarde ses propres intérêts. Il ne suffit pas de dire que ça va effectivement donner des opportunités à la RDC, mais il faut que la RDC soit extrêmement vigilante pour que l'on ne passe pas d'une dépendance à une autre. Et il est important aussi et surtout de réfléchir sur la manière la plus efficace, non seulement de faire prévaloir ses intérêts, mais surtout de nous choisir librement les partenaires avec lesquels nous pourrons précisément désenclaver le pays, parce que le pays, vous le savez, est semi-enclavé, et donc c'est une opportunité que nous avons de pouvoir avancer sur d'autres chantiers. Alors, est-ce que cette présence américaine ne signifie pas que Washington veut continuer à garder son influence sur les minéraux congolais, parce que vous avez parlé de la bataille entre la Chine et les États-Unis? C'est une bataille qui perdure. Vous savez, il y a un certain nombre de mesures de rétorsion qui ont été prises par la Chine sur le plan commercial. Donald Trump a déjà annoncé un certain nombre de mesures qui seront très certainement dirigées contre la Chine. C'est une guerre impitoyable, il ne faut pas se mentir. Le problème, c'est que nous devons sortir d'un statut qui malheureusement risque de nous coller à la peau, pas seulement la RDC, mais l'Angola et la Zambie, c'est-à-dire de servir de variable d'ajustement dans une lutte qui nous dépasse en réalité. Puisque la bataille de ces 30 prochaines années a beau effectivement se concentrer sur la RDC du fait des richesses en termes de cobalt, de coltan, de lithium, bref, des minerais critiques qui ont un impact conséquent sur l'avenir économique du monde, mais il faut que la RDC puisse être en capacité de tirer son épingle du jeu et ne pas servir d'alibi dans un combat, dans une lutte au couteau, j'insiste là-dessus, entre des superpuissances qui n'hésitent ou qui ne reculent devant aucun moyen pour faire prévaloir leurs intérêts. Très bien, Henri. Cette rencontre était également une occasion pour les deux chefs d'État, je parle de Félix Antoine Tshisekedi et Joe Biden, d'aborder le processus de Luanda. Ça a été largement mentionné par la presse présidentielle. Qu'est-ce qui bloque finalement ce processus dont il était question même à Luanda? Il faut remonter à 2022, hein. Il faut quand même le rappeler pour ceux qui nous suivent, parce qu'il y a un fil conducteur dans tout cela. Vous avez eu d'abord la fameuse feuille de route qui a imposé un certain nombre d'obligations aux deux parties. La RDC s'est appliquée à respecter les clauses qui lui étaient imposées lorsque le cessez-le-feu a été décrété, mais un cessez-le-feu qui en réalité n'a jamais été respecté. Surtout ces derniers temps, ça tire. Hein. Oui, mais si vous remontez déjà à 2022, vous verrez qu'effectivement, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été demandées. Notamment que le M23 se retire de ses positions à l'issue du cessez-le-feu, que les populations déplacées reviennent sur les lieux à partir desquels ils ont dû se déplacer. On a mis en place un mécanisme conjoint de vérification qui n'a pas réellement fait son travail. Alors, en toile de fond, vous avez eu la force régionale est-africaine, dont on sait qu'elle s'est avérée totalement inopérante. Et dans tout ce désordre, d'une certaine manière, on a vu un pays tirer son épingle du jeu en sous-traitant avec ses proxys, en l'occurrence le M23, qui n'a pas cessé de progresser sur le terrain. Depuis maintenant plusieurs mois, au niveau du processus de Luanda, il y a à l'ordre du jour, si je puis m'exprimer ainsi, un sujet qui a quasiment éclipsé tout le reste. C'est le désarmement des FDLR. Alors, je trouve quand même un peu dommage que l'on ait un peu éclipsé le M23, même si c'est vrai. La présence des FDLR n'a jamais été prouvée. Je pense que... Ni par Kigali, qui trouve cela comme un alibi, ni par les experts des Nations Unies. Je pense que ce qui a été surestimé, c'est la capacité, en tout cas l'influence du Rwanda sur le M23. Parce qu'en réalité, pour le Rwanda, c'est une opération de communication que de venir à Luanda pour manifester sa bonne volonté, en sachant que même si le Rwanda s'engage formellement par une signature, eh bien, le M23 ne se sent ni concerné, ni lié par ce type d'accord, et ce qui arrange d'une certaine manière, ce qui arrange quand même le Rwanda, qui peut, à bon compte, continuer d'utiliser ses proxys pour précisément afficher ses velléités territoriales et expansionnistes. Donc le problème
aujourd'hui, c'est que nous sommes contraints de nous engager dans un processus où nous sommes responsables maintenant, d'une certaine manière, de, je dirais, la démobilisation et le désarmement des FDLR à travers un plan, mais il faudrait que, par rapport à cette initiative, il y ait une contrepartie, notamment l'engagement du Rwanda, par exemple, à engager un dialogue direct avec les FDLR pour ne pas laisser à la RDC cette responsabilité pendant que le M23 continue d'avancer sur le terrain et multiplie en fait, je dirais, les incartades, les escarmouches pour se dédouaner de sa responsabilité de respecter les termes du processus de Luanda. Et il faut faire extrêmement attention à cette situation pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous engager dans un processus en sachant pertinemment bien que les termes et la lettre non seront pas respectés parce que vous allez toujours avoir beau jeu de dire que le M23 et la RDC, c'est une affaire interne, alors qu'en réalité, on connaît la responsabilité du Rwanda dans cette affaire. Henri, au-delà de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il ne se pose pas un problème de bonne foi aussi de la part du Rwanda? Parce que, par exemple, s'agissant du retrait des troupes rwandaises de la RDC, on a vu que le ministre des Affaires étrangères rwandais a déclaré qu'il n'y aura aucune levée des mesures de défense pas par le Rwanda. Mais Kigali est dans son rôle. Quand même. Mais Kigali est dans son rôle. Je veux dire, vous savez, en droit international, la transgression permet parfois de faire bouger les lignes. Donc, si vous affichez ostensiblement vos intentions, vous obligez la partie adverse à s'organiser. Et je plaide justement pour que nous soyons davantage proactifs pour ne pas attendre que le Rwanda se détermine sur tel ou tel point pour réagir. Il faut que nous soyons dans l'anticipation, que nous soyons en mesure d'identifier dans les intentions du Rwanda cette volonté de continuer à se servir du M23 et de l'AFC, puisque c'est du pareil au même, indépendamment de leur volonté réelle ou supposée de stabiliser la situation. J'ai entendu dire certains responsables rwandais qu'il était dans leur intérêt que la RDC soit stable, certes, mais il n'empêche que nous avons quand même un pays à travers lequel un certain nombre de métaux critiques sont exportés. Ce qui me permet d'ajouter un point très important par rapport au corridor de Lobito, c'est que nous devons, au-delà du fait que nous devons être très prudents, nous ne devons pas perdre de vue que dans le même temps, nous avons une exploitation illégale et un pillage de nos ressources qui se fait à l'Est, avec la complicité de certains pays d'ailleurs qui sont partie prenante dans le corridor de Lobito. Donc il faut faire extrêmement attention de ne pas se laisser distraire et de savoir exactement où se situe l'intérêt bien compris de la RDC. Comment jugez-vous les actions menées par la patronne de la diplomatie congolaise, Madame Wagner? On l'a vu au front récemment. Comment vous jugez ces actions? Je trouve qu'elle est, elle est vraiment, je dirais, dans l'initiative, et je pense qu'il est bon de voir une diplomatie agissante qui prend la pleine mesure de la gravité de la situation et qui formule des propositions. Je crois qu'il est important que nous puissions, au niveau diplomatique, être en capacité de fédérer les meilleures volontés pour avancer et surtout de ne pas se laisser déstabiliser ou en tout cas se laisser intimider par des positions qui pourraient être contraires à nos intérêts. Alors Henri, la RDC dans la recherche de la solution justement a déposé une plainte à la Cour africaine des droits de l'homme justement où elle accuse le Rwanda de nous faire la guerre à travers le M23. Pour quel impact cette plainte? Écoutez, ça fait partie des voies de recours pour essayer d'arriver à une fin, en tout cas une solution durable à la crise qui nous frappe. Ce n'est pas la première fois que la RDC, sur le plan judiciaire et juridique international, prennent l'initiative. On l'a vu au niveau de la Cour internationale de justice, on l'a vu à la Cour des États d'Afrique de l'Est, maintenant c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça fait partie de l'arsenal dont nous disposons pour faire prévaloir nos droits, nos intérêts, même si, c'est vrai, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais ce sont des pistes qu'il ne faut pas négliger, même si, c'est vrai, on peut considérer que cela ne changera pas forcément grand-chose au rapport de force actuel sur le terrain. D'où la question, est-ce que c'est cette plainte qui aidera à mettre fin à la guerre? Il ne faut pas focaliser sur cette plainte, ce n'est pas la plainte qui mettra fin à la guerre. Cette plainte a pour objectif de montrer la responsabilité
du Rwanda dans cette affaire et susciter une prise de conscience à l'international sur la nécessité de sanctionner un État récalcitrant. Très bien, c'est compris. Alors, on va quitter la RDC pour parler de la situation politique en France actuellement. Le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Le président de la République a pris la parole juste après. Il a accusé l'extrême droite et l'extrême gauche d'avoir agi de façon non républicaine. Il a parlé d'un front anti-républicain, d'après ses propres termes. Ça nous amène où cette crise finalement ? Bon, il faut rappeler que c'est en vertu de l'article 12 de la Constitution française, hérité de la Ve République, qu'Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée nationale suite à la défaite de ses troupes pendant donc, les élections à la fois européennes et législatives. À l'issue de ces élections, on a vu 3 blocs émerger, de forces plus ou moins égales, Mouvement Front Populaire, un bloc central et le Rassemblement national. Il a fallu trouver une solution pour que se dégage une majorité. Cela n'a pas été possible. On a néanmoins réussi, au bout de 50 jours de négociations, de mettre sur pied un gouvernement Barnier dont la première tâche était de pouvoir confectionner un budget. Une demande qui venait de l'Union européenne. Il fallait donc parer au plus pressé. Le problème, c'est que dans le projet de budget, vous aviez des matières qui ne satisfaisaient pas le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Néanmoins, le Rassemblement national avait, disons, pris l'engagement de ne pas censurer a priori ce gouvernement et de juger sur pièce. Le problème, c'est que la situation s'est considérablement dégradée. Je note qu'il y a eu quand même un agenda judiciaire qui a frappé notamment Marine Le Pen et je pense que dans une certaine mesure, cela aussi a pu jouer dans les arrière-pensées de ce parti pour affaiblir davantage Emmanuel Macron avec cette motion de censure qui a abouti à la démission de Michel Barnier. Vous savez, du point de vue de la Belgique, ce qui se passe en France fait sourire, parce qu'en Belgique, bon, ils ont l'habitude de longues négociations. Il y a de cela quelques années, il a fallu 640 jours pour trouver une solution. La France n'est pas coutumière des compromis. La classe politique française était extrêmement, attachée à ses valeurs. Elle n'a pas la culture du compromis et c'est ça qui rend les choses particulièrement difficiles. Vous savez aussi qu'à l'heure actuelle, il est impossible pour le président de dissoudre l'Assemblée puisqu'il faudra attendre le mois de juillet prochain. Donc il faudra mettre sur pied un gouvernement qui n'aura en réalité que 10 mois d'exercice pour confectionner ce budget qui est essentiel et permettre à la France de pouvoir honorer ses engagements à la fois nationaux et internationaux. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller de blocage en blocage parce que les conditions sont réunies. L'opposition est déterminée à pousser le président à sa démission. Absolument, mais ça ne changera absolument rien. Même si on vote demain en France, le nouveau président élu ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juillet 2025. Est-ce que la faute incombe à Macron? C'est lui qui a créé tout ça. Alors, on va dire qu'il n'était pas obligé de dissoudre. Il aurait pu prendre acte de sa défaite sans nationaliser un scrutin, notamment européen, qui lui a été défavorable. C'est une prise de risque qu'il a effectuée et qui aujourd'hui se traduit par la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui. Alors, on va parler d'un tout dernier sujet. Il nous reste très peu de temps, Henri, en 5 minutes. J'aimerais qu'on parle du retour de Trump. Qui ne veut pas de la guerre, à la fois au Moyen-Orient, mais également en Ukraine. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il est possible d'espérer en un retour de la paix, notamment entre l'Ukraine et la Russie, grâce à l'implication de Trump? Il y a 2 grilles de lecture encore à ce niveau-là. Vous avez la grille de lecture occidentale, avec notamment les pays européens extrêmement volontaires, avec l'administration sortante, Biden, qui était plutôt dans le soutien franc et massif à l'Ukraine pour pouvoir, atténuer les appétits, les ambitions de Poutine. Et puis vous avez à l'inverse une nouvelle administration américaine qui se met en place et qui a fait du recentrage en fait sur les questions de politique intérieure américaine une priorité. On l'a vu pendant la campagne Make America Great Again. Donc ce n'est pas un slogan vain. Ici, il faut comprendre que c'est que chacun soit placé devant ses responsabilités.
Si aujourd'hui on constate effectivement que les choses n'avancent pas, Trump ne veut pas que les États-Unis continuent à payer en pure perte, même si, il faut quand même se dire les choses, les enveloppes qui sont allouées par les États-Unis à l'Ukraine reviennent d'une certaine manière à l'industrie de l'armement américain, puisque ce sont ces entreprises qui fournissent en fait les armes, le matériel nécessaire. Si vous extrapolez avec ce qui se passe au niveau de l'OTAN, vous avez aussi cette préoccupation de Trump de vouloir placer les Européens face à leurs responsabilités. Les Européens qui, depuis 1949, année de création de l'OTAN, vivent dans une sorte de rente sécuritaire, de parapluie américain, chose à laquelle Trump ne souhaite plus, justement, laisser libre cours. Donc on verra comment les choses s'articuleront, mais ce qui est certain, c'est que Trump va se battre pour qu'il y ait un accord. Entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie, mais je crains, c'est mon point de vue. Apparemment, Poutine est un peu réticent. Poutine n'a aucun intérêt à... On n'a pas vu féliciter le président Trump pour son élection. Il n'a aucun intérêt à négocier maintenant parce qu'il est en position de force. À l'inverse, l'Ukraine est obligée d'une certaine manière, si elle ne peut pas contenir les assauts de la Russie avec cette menace de plus en plus prégnante de l'arme nucléaire, faire en sorte en fait que la catastrophe soit évitée en acceptant éventuellement un accord dans lequel elle pourrait perdre un certain nombre de territoires et donc réduire forcément son influence dans la situation dans laquelle elle se trouve à l'heure actuelle. Poutine qui se veut réticent et qui ne veut pas se laisser manipuler par un Trump. On a vu qu'après l'élection de Trump, il n'a pas été parmi les dirigeants qui ont félicité Trump pour son élection. Mais il attend qu'il soit simplement investi. Je pense qu'il n'a pas voulu faire comme tout le monde. Et je pense que c'est une stratégie éprouvée de la part du Kremlin. Merci beaucoup Henri d'avoir répondu à nos questions de façon brillante comme toujours et merci de votre expertise. Merci à vous. Voilà qui met fin complètement à cette émission. Madame, Monsieur, je remercie de l'avoir suivi sur Télé 50.